Il en va des livres comme des personnes. Certains se révèlent être de très bonnes et d'excellentes compagnies. Eh bien, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, signé Jean-Paul et Raphaël Enthoven, père et fils, il fallait le souligner, chez Plon et Grasset, est justement de cela. Vous le prenez en main, et puis vous ne le lâchez plus, non pas parce que vous vous obstinez à vouloir le lire absolument dans l'ordre alphabétique, c'est un dictionnaire, mais parce que, justement, tout d'un coup, tout de même, discipliné, démarrant par A, les œuvres qui finalement arrivent et se superposent, et puis qui vous renvoient à d'autres, vous donnent envie de lire le livre de définition en définition, mais finalement dans le désordre, à la lettre D. Par exemple, vous voyez, quand vous arrivez à Aubépine, vous êtes encore au début du livre, sagement, vous le lisez, vous attendez de voir ce qui va se passer, mais à Aubépine vous invite à lire Cattleya. Vous lisez Cattleya, et puis Cattleya vous envoie à Fleur, et puis Fleur vous envoie... Alors là, à Chapelet, Datura ou Dîner sans dame. Tiens, que choisir? Oh ben finalement plus rien. Au bout d'un moment, vous compulsez le livre dans tous les sens en vous disant comment vais-je faire pour arriver au bout. Bref, c'est un tourbillon papeurolien, tantôt longue vue ou microscope. En fait, rien du tout. C'est une sorte de kaléidoscope que ce dictionnaire amoureux de l'œuvre de Proust, kaléidoscope qui vous conserve au fond, au final, quand vous avez lu déjà un très bon bout, tout le mystère de l'œuvre de Marcel Proust. Mais surtout, on révèle aussi beaucoup son humour. Est-ce que vous pensiez faire un ouvrage aussi drôle? Le père ou le fils, Raphaël, Jean-Paul, Enthoven. Allez, qui commence? Je commence. Jean-Paul Enthoven. C'était un peu inévitable parce que Proust, vous le savez sans doute, est un grand auteur comique. Et à l'idée de se régler sur sa façon de voir les humains, de les comprendre, pas de les juger, mais de les peser, c'est chaque fois extrêmement drôle. Et par conséquent... Mais on n'a pas toujours dit ça quand même, c'est pas toujours l'image que ça a donné. Oui, mais c'est surtout ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas toujours dit ça. Ouais. Mais si on avait, même si on avait voulu faire un livre ennuyeux, on n'aurait pas réussi en fait, avec un sujet comme celui-là, tellement il y a de matière comique dans La recherche du temps perdu. Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est une matière comique quasiment à défricher, tellement on a peu attiré l'attention des lecteurs sur cette dimension de l'œuvre qui est vraiment considérable. Oui. Alors vous-même, vous en rajoutez une petite couche de temps en temps, comme comme par exemple cette facétie Proust, inventeur de Skype. Oui, mais écoutez... Raphaël, vous exagérez là quand même. Mais je n'exagère pas. Je reconnais bien tout, le chroniqueur qui est venu au matin tous les mardis à une époque. Oui. Lady Gaga, tant que vous y êtes. Mais écoutez, il y a à voir entre Proust et Lady Gaga. On en parlera hors antenne, Marc. Mais en revanche, non, Skype, je dis l'histoire en peu de mots. Quand le narrateur de La recherche du temps perdu entend la voix de la femme qu'il aime, Albertine, immédiatement, il lui associe son visage. Même quand elle parle dans son dos, il voit son visage lui apparaît dès qu'il entend sa voix. Et il dit cela, et il dit je fonctionnais ainsi que le fera le phototéléphone de l'avenir. Écoutez, c'est dans La recherche du temps perdu, il a écrit ça il y a très exactement 100 ans. Il parle du phototéléphone de l'avenir, il n'a pas dit Skype. Enfin, c'est à peine tiré par les cheveux. D'une manière générale, Proust passe son temps à associer des sons à des images. Donc ça tombe sous le sens, en fait. C'est pour ça que c'est d'où cette prédiction. Vous avez découvert comment, vous, Proust, Jean-Paul Enthoven? Eh bien, en le lisant... Mais à quel âge, à quel moment, comment ça s'est passé? Vous savez, on commence toujours par lire Un amour de Swann quand on passe son bac. Après, on va plus loin. On lit la grande lecture de Proust, c'est après le premier Chagrin d'amour. Et puis voilà. Et puis une fois qu'on est tombé dedans, on n'en sort plus. Ouais. Est-ce que vous avez pleuré à Proust? Pleurer, non. Je pleure jamais dans mes lectures. Je sais bien le mot de Wilde sur le jour le plus triste de sa vie, quand Lucien de Rubempré est mort. Ouais. Moi, je ne pleure pas quand je lis les livres. Les livres me rendent meilleur dans les grands cas ou plus intelligent, mais ils ne me font jamais pleurer. Donc vous, Raphaël, vous n'êtes pas comme Luchino Visconti, découvrant cette œuvre parce qu'il voit ému son père, encore plus ému que lui, pleurer à la lecture de Proust. Non, ça s'est pas fait comme ça, mais il est vrai que j'ai grandi dans un environnement où le syntagme « la recherche » revenait très souvent. J'entendais ce mot très souvent, sans trop savoir ce qu'il voulait dire. Et il m'a laissé l'impression d'une espèce d'univers râpeux, floral, lointain, propre aux adultes et en même temps familier. Et de sorte que quand j'ai lu la recherche, ou plus exactement Un amour de Swann, parce que j'ai commencé par là aussi en première, j'avais un peu l'impression de visiter comme un appartement
appartement témoin que j'avais acheté sur plan, si vous voulez. Donc j'étais préparé. Juste un mot, vous faites allusion aux larmes de Visconti. Plus exactement, un jour, Visconti voit son père qui pleure. Et pourquoi son père pleure-t-il? Parce qu'il lui dit qu'il est en train d'achever la recherche du temps perdu. Il lui reste que quelques pages et il est triste à l'idée de n'en avoir pas davantage à lire. Ce qui est vraiment, c'est l'anecdote qu'il faut rappeler à ceux qui, comme Anatole France, pensent que la vie est trop courte et Proust trop long. Dites d'ailleurs, ça permet de dire que votre dictionnaire amoureux de Marcel Proust, il parle bien sûr de l'œuvre de Marcel Proust. Il fait même parfois une sorte de psychobiographie de Marcel Proust, qui aurait bien déplu à Marcel Proust, le Contre Sainte-Beuve tout de même. Mais il fait aussi le tour de tout ce qui a tourné évidemment autour de Proust. C'est pour cela que je voulais citer Visconti. L'article est magnifique. Cette œuvre que Visconti aurait dû faire avait mis en place, mais de façon extrêmement plus précise que je pensais. Le casting était fait, les costumes étaient quasiment réglés, tout était mis en route. Mais évidemment, les querelles entre garçons, Helmut Berger fait capoter le projet. C'est ça qui s'est passé. Il y a une raison anecdotique. Helmut Berger devait jouer le rôle de Morel. Ce n'était pas le principal. C'était Alain Delon qui jouait le rôle du narrateur. Et donc Helmut Berger préférait que Visconti tourne immédiatement Ludwig, où il avait le rôle titre. Mais ça, c'est une raison anecdotique. La raison profonde, c'est que Visconti pensait que après avoir tourné la recherche, il n'aurait plus rien à dire. Il avait l'impression que la mort l'attendait. C'est-à-dire que s'il avait fait le film, est-ce que le film l'aurait tué, comme peut-être au fond l'œuvre de Marcel Proust l'a fini par l'achever? D'une certaine façon. Du coup, il a proustifié l'ensemble de ses films. Le Guépard, Violence et Passion sont des grands films proustiens. Y compris dans Ludwig d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une manière aussi quand même d'autoportrait de la famille Enthoven dans ce dictionnaire? Il y a l'article Raphaël par exemple. On se dit l'article Raphaël correspond à une réalité objective du dictionnaire. Je veux dire, c'est que la légende de l'ange Raphaël qui soigne, qui guérit la cécité de Tobie est reprise à plusieurs reprises, enfin est mentionnée à plusieurs reprises par le baron de Charlus pour décrire son propre rapport à son jeune amant. Donc il y avait un sens à ce que l'ange guérisseur s'y trouve. Alors le dictionnaire commence tout de même, parce que vous avez respecté l'ordre, par la lettre A. A comme agonie. Toute la nuit, nous avons travaillé tous les deux. Il m'a dicté et il m'a dit à minuit, si je passe cette nuit, demain, Céleste, je prouverai au médecin que je suis plus fort qu'eux. Mais si je passe pas cette nuit, mais il y a cette nuit à passer. Je suis restée dans cette chambre glacée toute la nuit, on a travaillé toute la nuit. Et puis à 3 heures, il m'a dit, je vais un peu écrire parce que ça me fatigue de vous dicter. Alors je lui ai dit, ah bien. Et puis il m'a dit, oh, je ne peux pas, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Céleste, n'oubliez pas de bien placer à telle page ce que je vous ai dicté et ce que j'ai écrit. Alors je lui ai dit, bien monsieur, reposez-vous, est-ce que je peux vous faire quelque chose de chaud? Non. Mais alors il a étouffé là, il suffoquait. Alors le lendemain matin, il m'a dit, c'était vers 7 heures, il me dit, s'il y avait du café au lait, tout chaud, tout prêt, je le prendrai tout de suite pour vous faire plaisir à vous et à mon frère. Voilà, Céleste Albaré, qui fut la gouvernante de Proust, c'est au cours d'un portrait souvenir que consacrait Roger Stéphane à Marcel Proust en 1962. Extraordinaire document, s'il avait de cette gouvernante qui d'ailleurs après deviendra la gouvernante de Maurice Ravel, excusez du peu. Ce qui était fascinant là, c'est qu'on se dit quand même, puisqu'il y a A comme agonie et V comme voix, on sent bien que là, il n'y a pas loin le mystère que tout le monde se demande, que l'on entend la voix de Marcel. Vous savez qu'il y a un immense débat sur quelle était la voix de Marcel. Il y a même article désopilant. Il y a même eu une réunion chez Madame Mante-Proust où tous les gens se sont rassemblés pour savoir quelle était vraiment la voix de Marcel. Et évidemment, personne ne s'est entendu. Les uns la pensaient juchée, d'autres ouatée, d'autres voix de velours. Bref, ils se sont. Je crois qu'Emmanuel Berle et je ne sais quel autre. Ah non, faut en venir aux mains. Oui, ils sont venus aux mains. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il c'est drôle. Mais là, la voix, on l'entend.
entend quasiment la voix. Mais ça, c'est la voix de Céleste. Ah oui, mais... C'est la voix de Céleste. Mais c'est pas la voix de Marcel, nous n'avons pas d'enregistrement. Raphaël. Mais ce qu'elle raconte, c'est très émouvant parce que ce qu'elle raconte, Marcel Proust lui-même le raconte, c'est la première page de La Recherche du temps perdu. Il parle d'un malade qui voit un ray de lumière sous sa porte et qui se dit quel bonheur c'est le matin, on va enfin pouvoir venir prendre soin de moi. Il entend des pas dans le couloir, il s'apprête à être soulagé au fond dans sa douleur et puis soudain la lumière disparaît, il s'aperçoit qu'en réalité il est minuit, qu'on a éteint le dernier bec de gaz et qu'il doit traverser la nuit comme un long désert jusqu'au lendemain. Et en fait, c'est ce que Céleste raconte. Et c'est comme si Proust avait décrit la nuit de son agonie avant de l'expérimenter. Cela dit, il y a un moment qu'on aimerait avoir vécu ou entendu, c'est quand un matin, il a dit à Céleste, Céleste, j'ai fini. J'ai écrit le mot fin. Alors, au mot fin, qui est dans le dictionnaire, il faut s'en méfier de ce mot fin. Il faut s'en méfier évidemment. parce que Proust, finir un livre, c'est facile. Mais en finir avec un livre, c'est beaucoup plus complexe. Et Proust, dont l'écriture procède par rajout et par intégration et prolifération interne du livre, a fini son livre, on peut le dire, mais il n'en a pas fini puisqu'il passait son temps à rajouter un trait de caractère à Bloch, à Swann, à Odette, et donc c'est un travail... La Recherche du temps perdu est un grand livre inachevé. Mais on peut faire la même chose avec le lecteur. Quand on finit le livre, on n'en a pas fini avec lui. Il se passe la même chose quand on le lit. Donc il faut rassurer ceux qui regrettent que ce livre soit trop court. Et il faut rappeler que la fameuse Céleste que l'on vient d'entendre, il y a quand même sa part dans cette œuvre immense. C'est-à-dire que c'est elle qui était chargée d'organiser. Alors, querelle d'ailleurs, ne pas confondre, Paperoles et Becquet. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi, dites-nous la différence. Eh bien, normalement, le Becquet est quelque chose de plus modeste. La paperole est un long développement. Il y a une paperole qui mesure 1,47 m, ce qui ressemble à un accordéon. Et je dois dire que... C'est quoi, c'est des ajouts de correction? Des ajouts de correction, oui, bien sûr. Sur des c'est ajouts, que la phrase de Proust grossit de l'intérieur, ce qu'on comprend quand on regarde les carnets. Comme la phrase de Montaigne. Elle grossit de l'intérieur, elle enfle de l'intérieur. Et en vérité, le livre lui-même a enflé de l'intérieur entre les deux syllabes long et temps. La première syllabe du livre, c'est long. La dernière, c'est temps. Or, le premier mot du livre, c'est longtemps. Le livre est une grande enflure, si j'ose dire, qui a grossi entre les deux syllabes de ce mot. Au départ, Proust pensait faire 2 volumes, Le temps perdu, Le temps retrouvé. Et puis, c'est ajouté le cycle d'Albertine, c'est ajouté la guerre, et ainsi de suite. Donc le livre, c'est un cas très unique de livre qui grossit par le dedans. Alors d'ailleurs, puisqu'on était sur la question notamment de la voix et qu'il y a eu des querelles sans fin sur ces questions de voix, écoutez peut-être celui qui nous restitue alors la voix au plus près de Marcel Proust. C'était son grand ami, celui qui l'a sans doute le mieux connu, un de ceux qui l'a le mieux connu, Paul Morand. La phrase avec laquelle il entra, je me suis amusé à la reconstituer. Je le dis, n'y voyez pas d'irrévérence, mais je suis un des derniers à avoir bien connu Proust, et je vais vous donner une idée de ce qu'était sa conversation. Bien que ses livres en donnent tout à fait une idée, car sa phrase écrite ressemble étonnamment à sa phrase parlée. Voici par exemple ce que je disais. Vous arrivez de Paris, vous trouverez avec raison, je vous prie, monsieur, recouchez-vous, vous allez attraper froid. J'étais en pyjama et toujours dans l'antichambre. Vous jugerez sans doute malséant qu'on vous réveille à cette heure-ci, mais je ne sors guère de chez moi, je me lève tard, et j'ai d'ailleurs tort de me lever, car je paie là le lendemain par des souffrances atroces et par un excès de soins ridicules et infinis, qui sont pourtant une nécessité, car il faut vivre avec sa maladie, on ne guérit jamais, et la maladie chronique est une vieille dame qui adore qu'on ait pour elle des égards. Vous auriez le droit de vous plaindre, vous aussi, bien que vous soyez un jeune homme et non une vieille dame, que je manque d'égards pour vous en sonnant à votre porte à minuit. Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le vif désir de connaître quelqu'un, il s'agit de vous, qui a émis sur moi, on me l'a rapporté, je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre, qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, des jugements, je n'aurais pas l'audace de dire les plus pertinents dans le style de notre ami Dubos, mais les plus délicats.
Voilà, sans doute parlait-il comme ça, Marcel Proust par Paul Morand, toujours dans cet extraordinaire document de Roger Stéphane en 1962. Pour terminer cette première partie, il faut parler d'un article qui, je trouve, est sans doute un des plus géniaux, objectivement. C'est celui qui est à vertèbres, parce qu'il explique le malentendu qu'il y aurait eu entre Gide et Proust. Sur les vertèbres du front. Ouais. Sauf que vous révélez à toutes les, sans doute une question de nœud de paquet et de colis qui serait la véritable affaire de Proust. Cette histoire est infinie, il faut la faire très brève. Vous savez que Gide refuse le manuscrit en prétendant que être tombé sur un passage où tante Léonie aurait des vertèbres sur le front. En vérité, il avait d'autres raisons de vouloir écarter Proust, qui fréquentait les mêmes établissements pour garçons que lui, et il ne voulait pas de cet homosexuel à la NRF, qui était était beaucoup plus, hédoniste, tandis que l'homosexualité de Proust était douloureuse, etc. Et puis, en vérité, les vertèbres, si on regarde le tapuscrit, on peut voir que vertèbre est une erreur de frappe. Sans doute. Parce qu'il y avait tante Léonie avait des cheveux postiches qui se mêlaient à ses véritables cheveux du front. Donc le T, le E, etc., ça fait véritable et vertèbre. Mais le vrai mystère, c'est pas ça. C'est que quand le manuscrit arrive chez Gallimard, Proust avait un secrétaire qui s'appelait Nicolas Cotin, qui avait travaillé dans la marine et qui faisait des nœuds extrêmement savants. Or, quand le manuscrit est revenu, bien ficelé. Quand le manuscrit est revenu, ça Céleste le confirme. Il est revenu avec le même nœud. Avec les mêmes nœuds. Donc, à moins de supposer qu'il y avait des marins à la NRF de l'époque, le manuscrit a-t-il été ouvert ? Ça, c'est quand même une question assez extraordinaire. 8h17, 18 minutes. Brice Couturier, votre chronique. Bonjour à vous. Bonjour Marc, bonjour les Antoven. Salut Brice. Chaque génération a ses raisons particulières de lire Proust. Léon Daudet, dont le frère Lucien était un ami très intime de Marcel et qui lui fit obtenir le Goncourt en 1919, disait de lui « Vous êtes le Saint-Simon de la République salonarde ». Ce monarchiste anti-Dreyfusard espérait bien la voir finir la gueuse, alors que la victoire de 1918 l'a conforté une fois pour toutes. Il est troublant de constater que Proust publie Du côté de chez Swann en 1913, la veille du cataclysme, et année de créativité extraordinaire. Jugez-en Alcool d'Apollinaire, La colline inspirée de Barès, Le grand Maune d'Alain Fournier, Barnabous de Valérie Larbaud, pour s'en tenir à la littérature. Donc on peut très bien chercher dans la recherche un tableau de société, celui du déclin de l'aristocratie du Faubourg Saint-Germain, une espèce de tombeau d'hier, non pas celui dépeint par Stefan Zweig, mais celui d'avant l'autre cataclysme, la guerre de 14, car la guerre va consacrer l'accession sociale de la bourgeoisie et des industrieux sur les esthètes. Qui aurait prédit à Madame Verdurin le destin d'une future princesse de Guermantes ? En ce qui me concerne, la première fois que j'ai tenté l'ascension de la recherche du temps perdu, c'était en Cagne, à la Canale, en livre de poche, ça va de soi. À cette époque, j'étais hypnotisé, je ne me souviens plus pourquoi, par Maurice Blanchot. Vous avez bien fait d'ailleurs de ne pas l'abriter dans votre dictionnaire amoureux, les Antoven. Ce qui m'amenait chez Proust, c'était l'absence, dimension blanchotienne par excellence. Ce motif récurrent chez Proust de la disparition nécessaire des contextes pour que l'essentiel se manifeste enfin. C'est toujours sur fond de vide que la vérité des êtres et des choses apparaît au narrateur de la recherche, comme ces trois arbres détachés du paysage lors de la descente vers Udimesnil. D'où le reproche adressé par Proust à son époque. Elle a, dit-il, je le cite, « la manie de ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la réalité et par là de supprimer l'essentiel, l'acte de l'esprit qui les isola d'elle. Car la véritable réalité, je le cite encore, doit être dégagée par l'esprit. Nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée. Et cette réalité supérieure nous est en effet cachée par la vie de tous les jours. La deuxième fois que j'ai échoué à aller jusqu'au bout de la recherche, c'était dans la Pléiade, lors des années 80. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai apporté les 2 premiers volumes parce que le 3e, je ne l'ai pas fini. Mes moyens s'étaient améliorés, donc, puisque je lisais dans la Pléiade, et vous voyez que j'ai cherché la confirmation d'une théorie qui était très en vogue alors, dans les années 80, selon laquelle l'amour n'était qu'une disposition de notre propre esprit, un désir de rester amoureux, comme dit Proust, et le désir lui-même n'était qu'une forme donc d'intransitivité. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, je le cite, « En étant amoureux d'une femme, nous projetons simplement en elle un état de notre âme. Par conséquent, l'important n'est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l'état. » Vous relatez la fameuse colère de Proust contre le jeune Emmanuel Berle, venu confier au grand écrivain son bonheur d'avoir séduit Sylvia. Il me dit qu'il craignait que Sylvia ne me fît beaucoup souffrir, maintenant qu'elle allait s'interposer entre moi et mon amour pour elle.
C'est pourquoi l'amour homosexuel lui paraît le plus authentique, parce qu'il est aussi le plus décevant. Je cite Berle. Il avait la conviction, Proust, que seule l'homosexualité fait saisir dans sa dureté, dans sa pureté, la douloureuse évidence du vrai. Proust confirme dans Sodome et Gomorrhe, je le cite, « Pour des hommes comme Monsieur de Charlus, l'amour mutuel, en dehors des difficultés si grandes, parfois insurmontables, qu'il rencontre chez le commun des êtres, leur en ajoute de si spécial que ce qui est toujours très rare pour tout le monde devient à leur égard à peu près impossible. » Fin de citation. Donc plus c'est impossible, meilleur c'est. Proust révolte Berle en lui disant qu'il eût mieux valu pour son amour que Sylvia soit morte. Aujourd'hui, j'ai renoncé à relire Proust. Je suis trop occupé de déficit budgétaire, de flexi-sécurité et d'arc de crise sheet. Ce que je fais tous les matins pour vous, Marc. Mais si je devais conseiller... Ça va être de ma faute, attendez. Mais si, c'est inviter davantage d'Enthoven et un peu moins d'économistes. Mais si je devais conseiller aux jeunes gens disposant de loisirs de se lancer à leur tour dans leur recherche, je leur dirais qu'ils y trouveront un bréviaire de l'esprit français. Avec Montaigne, Pascal, Beaumarchais, Dumas ou encore Debussy, vous ne me contredirez pas, Proust me paraît incarner au plus haut point la tournure spécifique d'une culture dont il faut admettre qu'elle a beaucoup brillé autrefois. Car contrairement à Hugo ou à Balzac, il n'a pas d'équivalent dans les autres patrimoines européens. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Tiens, je précise d'un mot qu'à propos de Sodome et Gomorrhe. Raphaël, le 6 novembre prochain à la salle Gaveau, vous lirez des intermittences du chœur, qui est la section centrale de Sodome et Gomorrhe, avec au piano l'improvisateur Carole Beffa. 6 novembre, salle Gaveau. Je suis passé du commentaire à l'interprétation avec ce livre, en fait. Il y a un moment, il faut se contenter de le lire. Alors, réaction à la chronique de Brice Couturier, Jean-Paul Enthoven. C'est parfait, c'est juste. La scène que Brice rappelle entre Berle et Proust est merveilleuse, puisque à la fin, Berle, voulant être amoureux d'une femme réelle et non morte, Proust finira par le chasser en lui jetant sa pantoufle. Et je dois dire que cette scène-là, le fait que Berle l'ait vécue, a été pour beaucoup dans la gloire démarrante du jeune Emmanuel Berle. Il y a beaucoup de rentiers de Proust dans la littérature française, vous savez. Berle en est un, Paul Morand en a été un autre. Voilà. Il est entouré de grands écrivains mineurs, en vérité. Voilà. Et Jean Cocteau, que vous mettrez, Jean Cocteau. L'affaire avec Cocteau est différente. Jean Cocteau. C'était tout un cérémonial pour entrer chez Marcel, parce qu'on était arrêté dans le vestibule par Céleste. Céleste vous demandait, beaucoup plus tard, quand elle m'a connu, « Monsieur Jean, est-ce que vous n'avez pas rencontré une dame, donné la main à une dame qui aurait touché une fleur ?» Parce que Marcel vivait dans un nuage de poudre anti-asthmatique, il avait peur des crises d'asthme et il craignait même l'approche d'une personne qui aurait approché une personne ayant respiré une fleur. On entrait dans un véritable nuage de poudre anti-asthmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit, un lit de cuivre, et le lit de cuivre était enfermé dans une sorte de guérite en liège qui le protégeait contre les bruits extérieurs, et il portait des gants blancs pour éviter ce tic qu'il avait de se ronger les ongles, et il ressemblait avec barbe à Carnot Mort ou à Arun Al-Ratschild ou au capitaine Nemo. Avec sa chambre ressemblait pas mal au Nautilus, et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Émile Blanche où il a l'air d'un œuf de Pâques. Quand le soir, nous lui demandions quelquefois de nous lire des passages de son œuvre, et c'était très difficile de l'écouter parce que il lisait en riant, en se barbouillant, ce rire sur la figure, et avec sa barbe sous sa main gantée, et il coupait sa lecture de c'est idiot, et il nous expliquait qu'un geste n'aurait de signification que dans le 15e volume qui était trois sous la pile pour qu'il le cherche. Et c'était des lectures qui étaient plutôt un brouhaha amical. Voilà, toujours dans ce formidable document portrait souvenir de Roger Stéphane. Proust lui-même riait. Ouais. Alors Proust lui-même riait. Alors on peut quand même rire de Proust, parce que le coup de faire attention de ne pas avoir touché le gant d'une dame qui aurait touché une fleur, évidemment, ça fait quand même beaucoup de conditions pour Marcel. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser que cet homme asthmatique, précautionneux, attentif au parfum des fleurs, qui vivait comme un reclus, était le meilleur ami du genre humain. C'est-à-dire, c'était celui qui le connaissait le mieux. C'est un écorché vif. Sa tour d'ivoire, c'était la condition de possibilité de
de donner le jour à un roman qui parle le mieux des hommes. C'est comme ça qu'il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il avait besoin de se réfugier pour sentir le monde et donner à ce qu'il sentait la forme d'un roman. D'où le thème de l'olfaction qui est récurrent dans votre justement, dictionnaire. quand on ne peut pas voir les fleurs, on est contraint de les imaginer. Et on en parle d'autant mieux. D'ailleurs, vous réglez un sort un peu parfois au snobisme qu'il y a autour de Proust et qui, selon vous, fait que l'on découvre ceux qui l'ont lu ou ceux qui ont fait semblant de le lire. Ne pas confondre Aubépine, Cattleya, Gardenia... Jean-Paul Antoven. Oui, bien sûr. Enfin, le snobisme, d'abord, quand les gens disent que le Proust est un roman, de snob, c'est absurde parce que, comme Raphaël me le faisait remarquer il n'y a pas longtemps, il y a tellement de snobisme chez Proust, il y a autant de snobisme dans l'aristocratie que dans les cuisines, entre les laquais, les gouvernantes, etc. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que les gens se souviennent de certains mots. Par exemple, Cattleya, ils se souviennent de ça. Faire Cattleya. Faire Cattleya. Si on leur demande vraiment 9 fois sur 10, ils vous répondront, quand ils sont un peu ignorants, il faut reconnaître, que c'est une position du Kama Sutra. Mais c'est peut-être devenu vrai. C'est peut-être devenu vrai, d'ailleurs. Qui sait. Mais disons pour nos auditeurs que le Cattleya est une variante d'orchidée. L'orchidée qui a un statut très particulier. Il y a la fleur catholique qui est l'aubépine, virginale, pure, et le Cattleya, c'est-à-dire l'orchidée, dont le nom même est très sexuel, puisque ça vient de orchis, etc. Bon, bref. Passons là-dessus. Et la fleur vénéneuse des cocottes, des mondains, des impurs. Mais il y a des centaines de fleurs. Il y a des centaines de fleurs dans la recherche du temps perdu. Il y a 367 sortes de fleurs dans la recherche. Là, il faut le croire. Je rends hommage à un livre de Claude Meunier qui les a comptés. Et de même qu'il n'a pas à la boutonnière un camélia, mais un gardénia. Oui. Mais la différence, la vraie différence, c'est vrai, mon père a raison, si j'ose dire. Ça, c'est votre côté Guitry, ça. Mon père avait raison, ça c'est plutôt Guitry, oui, mais pourquoi pas, hein. C'est un très bon titre. Il y a, parmi ces 367 fleurs, il y a vraiment, le monde se divise entre les Cattleya, c'est-à-dire la fleur sexuelle, la fleur obscène, qui est également la fleur de Odette, le personnage d'Odette, et l'aubépine, l'arbuste catholique et délicieux, qui lui est associé à la fille d'Odette, c'est-à-dire Gilberte, voilà. Et il y a une partition ici fondamentale dans la recherche, mais qui sait si le plus de plaisir n'est pas à chercher dans l'aubépine plus encore que dans le Cattleya. Voilà, et puis mais en fait tout de même, Gilberte, c'est aussi celle à qui est dédié le livre, c'est Gilberte Antoven. Oui. C'est une autre Gilberte. Ouais, en effet, le livre est dédié à ma mère et à la grand-mère de Raphaël, grande proustienne, et qui poussait le proustisme jusqu'à avoir un prénom proustien, puisqu'elle se prénommait Gilberte. Et la bonté et l'amour des fleurs aussi. Brice Couturier. Moi, ce qui me fascine chez Proust, et je pense que ça c'est pas sans écho dans votre ouvrage, c'est le passage d'un extrême à l'autre. Je pense le passage de l'extrême de la frivolité, du dandisme et de la perte de soi dans les soirées mondaines qui caractérisent la première partie de la vie de Proust. Il passe pour un raté, un fils de famille qui ne fera jamais rien de bon. Et la deuxième partie qui est celle d'une ascèse incroyable où le type s'enferme dans sa chambre, travaille la nuit en permanence, ne sort plus, ne voit plus personne et se consume véritablement dans la rédaction de cet interminable ouvrage. Si vous me permettez, c'est un partage un peu rétrospectif. Parce qu'en vérité, Proust commence à écrire sérieusement entre 1905 et 1908. Mais jusque-là, il a quand même écrit Jean Santeuil, un contre Sainte-Beuve, enfin, ce qui va devenir un contre Sainte-Beuve, 30 000 lettres. 30 000 lettres. Oui. Ouais. Il aurait tweeté. Qui ont été religieusement classées par l'archiviste proustien Philippe Kolb, des traductions de Ruskin. Donc c'est un homme qui n'a quand même pas arrêté de travailler. Il faut ajouter une chose à ça, c'est que cet homme qui sort, ce mondain d'apparence, est un entomologiste. C'est un homme qui va étudier les insectes humains, c'est-à-dire qu'il va faire une provision d'informations tirées de la réalité pour les mettre ensuite dans son livre. C'est un homme qui a déjà l'intuition que tout ce qu'il vit n'est pas incurablement éphémère et qu'on va pouvoir le sauver, qu'on va pouvoir le conserver et que 100 ans plus tard, en lisant ces passages, on sentira le grain de la peau, le parfum, la présence d'êtres qui ne sont plus déjà qui ne sont que des fantômes déjà dans le livre lui-même. Quand il part dans une soirée au Ritz ou dans un raout mondain, Céleste qui lui donne sa canne et son chapeau lui dit « Ah, ce soir, monsieur se fait pèlerin de ces personnages ». Je trouve ça très beau.
Daniel Salnave. Oui, à propos de Gilberte, une petite anecdote. J'ai bien connu, et d'autres à Paris, l'écrivain polonais Casimir Brandis. Il est venu et resté à Paris au moment qu'on sait en Pologne. Mais sa femme qui était avec lui, je lui dis un jour, et vous Maria, vous êtes contente d'être à Paris? Elle me répond, avec un accent polonais, à cause de Gilberte. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Il faut dire que le début des Jeunes filles en fleurs, la première moitié, au fond, se passe à Paris, quasiment sur les Champs-Élysées. C'est l'histoire d'amour qui n'aboutit pas, c'est-à-dire une histoire d'amitié, en vérité, entre le narrateur et Gilberte, qui est sa première déception. Son premier chagrin amoureux, tôt effacé par l'apparition d'Albertine. Et Gilberte résumait, en quelque sorte, l'idée qu'elle se faisait de la France. C'est très intéressant. Et surtout, Gilberte, comme Albertine, ont une racine commune qui est Berthe. Et Berthe, c'est le prénom de la fille de Madame Bovary. Or, Madame Bovary a la propriété, comme Gilberte et comme Albertine, d'avoir les yeux qui changent de couleur. C'est un mystère. Les yeux de Madame Bovary sont alternativement bleus et noirs, sous les yeux de son mari, et Gilberte et Albertine ont également les yeux qui passent pour l'une du bleu au noir et pour l'autre du noir au bleu. Et ce qui m'a beaucoup frappé en lisant votre dictionnaire amoureux, c'est qu'il répète ou reproduit un geste qui est très cher à tous les Proustiens, c'est-à-dire ceux qui, contrairement à Brice, sont allés au bout et ont même recommencé, ont pris l'habitude de le commencer par n'importe quel endroit. Deleuze dit très bien que lui commence à partir de Sodome et Gomorrhe et qu'après il fait toute une lecture. J'ai fait la lecture à la manière de Deleuze. Je pense qu'il ne faut pas. Je crois qu'il vaut mieux commencer par le commencement. Mais peu importe. Dans votre dictionnaire, c'est la même chose. On retrouve cette joie immense qu'on a à relire Proust par des entrées différentes, mais qu'on a dès qu'on est un lecteur assidu, parce qu'on lit Proust pendant toute sa vie. Les paperoles, c'est nous. Nous sommes les paperoles de l'œuvre de Proust. Alors il y a deux points sur lesquels je vous intéresser. Je trouve formidable que vous ayez fait un article caca. Je trouve merveilleux. Voilà, j'allais y venir. Vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que Proust, une Rabelais, des phrases même combat. Qui est tellement symbolique, c'est celle où Charlus, dans une de ses colères, dit que j'aille faire pipi chez la baronne caca ou caca chez la baronne pipi. C'est la même chose. C'est cette noblesse-là, moi qui suis d'avant les Valois, je n'ai pas grand-chose à entendre d'eux. Et je trouve ça très bien, parce que vous en tirez, peut-être l'un des deux, parce que je ne sais pas quel est l'auteur de cet article, pourra tirer ce fil que si j'ose dire... C'est évidemment Raphaël qui a fait Je ne vois pas où est l'évidence. Voilà. Moi, je n'ai pas d'évidence. Je les écoute tous les deux. Marc, vous me connaissez mieux que moi-même. Ce qui se passe, ce qui est étonnant dans la recherche, c'est que tout est merveilleux dans la recherche, et le caca est un exhausteur de goût, en fait, dans la recherche. La façon dont il en parle, la façon dont il raconte comment les asperges transforment son pot de chambre en un vase de parfum, dans des farces poétiques et grossières, la façon dont il décrit le pavillon treillissé de verre, où Françoise se soulage et qui est gardée par une dame qu'on appelle la marquise, le plaisir profond que procure chez lui l'odeur rance, trouble, humide, etc., des excréments du pavillon à quelque chose. C'est le premier stade de la métaphore, en fait, qu'il met en œuvre avec ça, sans compter, vous l'avez cité, les diatribes boueuses, coprophiles, extraordinaires du baron de Charlus, qui compare Sarah Bernard et Mounet Sully à du caca, à côté de lui-même se battant, lui, propre descendant du connétable, se battant en duel. Daniel ? Oui, alors, il y a un point qui m'a formidablement intéressé, qui est difficile sur le plan philosophique, mais je crois qu'il faut l'éclairer. Vous avez une entrée autour de Clément Rosset, et cette entrée se termine par une phrase que je voudrais retenir parce qu'elle est formidable. Le temps retrouvé n'est pas un rêve de Pierre, mais la coïncidence éternellement fugace de l'être et du savoir. Oui. Dans cette forme savante d'élaboration se cache vraiment, à mon avis, le secret de Proust. Vous pouvez nous aider à y entrer. C'est très simple. On croit souvent que La Recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un homme qui, mangeant un morceau de madeleine, se retrouve dans son enfance. En vérité, ce qu'il découvre en mangeant la madeleine, c'est au présent la possibilité d'éprouver une sensation parfaitement identique à celle qu'il éprouvait dans son enfance. C'est pas un voyage dans le passé, La Recherche du temps perdu, c'est un voyage dans le présent. C'est une manière de regarder les choses. Vous savez, l'intérêt qu'ont les choses quand on les voit avec une impression de déjà-vu. Eh bien, Marcel Proust est quelqu'un qui donne au présent, aux objets qu'on a, la valeur d'un déjà-vu. C'est-à-dire, c'est pas un souvenir du passé, c'est un souvenir du présent. Et il y a une je le dis à contre-cœur, mais un tout petit peu fautive de Clément Rosset qui donne un peu le sentiment que, au fond, La Recherche du temps perdu voudrait ressusciter le passé. En vérité, ce qu'il fait, c'est qu'il ressuscite le présent. Il transforme la vie de tous les jours en vie de chaque instant, et il passe pour cela par le biais de la mémoire involontaire, de la Madeleine et de toutes ces séquences pétrifiantes. Oui, on peut dire qu'au fond, et ça c'est ce qu'on voit très bien à travers votre dictionnaire, c'est qu'au fond, la vie de Proust n'est pas scindée d'une manière forcément étanche, comme on pourrait le croire, un moment frivole et un moment monacal pour écrire. C'est même au contraire pour, au fond, continuer
d'être frivole qu'il devient monacal. C'est-à-dire qu'en écrivant, au fond, une vie ancienne et pas si ancienne que ça, il la prolonge et, comme le dit Raphaël Enthoven, il continue de la vivre dans un présent qui est un autre présent, mais dans un présent. Mais en vérité, Marcel Proust ne savait pas quel livre il voulait écrire. Ouais. Et tout s'est joué là-dessus. Est-ce que ça serait un livre sur Baudelaire, un livre sur Sainte-Beuve? Est-ce que ça serait un essai? Est-ce que ça serait une histoire de la peinture ou de la musique? Il ne savait pas quel livre il voulait écrire. Et ça, c'est très magique de voir comment... D'ailleurs, beaucoup de ses contemporains ont cru que c'était un livre de mémoire. Et puis, il y a le coup de génie, l'invention du narrateur. Alors, qui n'est pas Proust. Qui n'est pas Proust. Non. Qui n'est pas Proust parce qu'il n'est ni homosexuel, voilà. Ni... D'ailleurs c'est un des rares personnages à ne pas devenir homosexuel, et il n'est pas asthmatique. C'est vraiment les deux caractéristiques de Marcel. Et il est moyennement Dreyfusard, alors que Marcel Proust l'était davantage. Mais il s'appelle Marcel. Le prénom Marcel apparaît à 3 reprises dans le livre. Ouais. Mon père soutient, et je crois à juste titre, que c'est la signature de l'auteur en bas du tableau, si vous voulez. Je pense que la signature, si vous me permettez, elle est ailleurs. Quand Proust on peut se tutoyer maintenant, tu sais, on se connaît assez. Pardon, je t'en prie. C'est pas à toi que je vous voyais, c'est à notre compagnie. C'est quand il écrit Petite Madeleine, oui. Dans la première occurrence, avec un P majuscule et un M majuscule, il inscrit le nom Proust-Marcel dans la recherche. Comme les peintres se peignent que dans un petit coin du tableau. Il y a beaucoup d'ailleurs de choses qui sont très éclairantes et qui sont sur des détails sans forcément être sur, on va dire, l'hommage généticien qui est parfois fait à Proust ou geneuticien qui est fait à Proust. Ouais. Mais tout de même, il y a des choses que vous relevez et qui avaient été relevées par d'autres, que vous rappelez, mais comme par exemple l'amour des consonances en yeux oui. ou toutes les consonances en R, oui. Évidemment. Alors, l'histoire des consonances en R, c'est effectivement... Proust meurt en prononçant le nom de son frère qui était à son chevet, mon petit Robert. Mon petit Robert. Bon, voilà un asthmatique qui meurt en prononçant une syllabe qui fait allusion à ce qui lui a fait le plus défaut dans sa vie, à savoir l'air. De plus, l'air se retrouve à peu près dans tous les noms proustiens. Cambremer, Guermantes, Verdurin, Albertine, Robert, Gilbert, Recherche du temps perdu. Bref. Alors là-dessus, il y a eu 18 colloques et un livre magnifique d'ailleurs de Michel Schneider. Michel Schneider. Pardon, c'est lui qui l'a remarqué, mais je ne sais pas s'il a remarqué ça. Il faudrait lui demander. Et par ailleurs, cela dit, vous, par moment, alors même si vous amusez beaucoup à travailler sur ces questions-là, vous vous méfiez des fameux généticiens. Oui, parce que Proust rend toujours les gens intelligents. C'est le coup de génie d'un écrivain. Quand un écrivain réussit à rendre les critiques intelligents, il a gagné la partie. Alors je voudrais vous faire écouter la voix d'un homme qui lui s'est attelé à quelque chose de compliqué, de pas forcément évident au départ, c'est Pierre Alechinski, qui a orné et qui sort chez Gallimard dans un très grand format, Un amour de Swann. Et Pierre Alechinski, faut-il rappeler le grand artiste qu'il est, Pierre Alechinski a failli même, au fond, refuser la commande de chez Gallimard. Écoutez donc Pierre Alechinski qui vient d'illustrer Un amour de Swann chez Gallimard au micro d'Antoine Beauchamp. Illustrer Proust, ce n'est pas possible, mais je pouvais faire quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai hésité, finalement je me suis dit, au bout d'un mois, c'est très honorifique qu'on me demande ce genre de choses, mais j'ai pris mon téléphone pour dire chez Gallimard qu'au fond je renonçais. Et pendant que la sonnerie se déclenchait déjà, d'une main, j'avais un crayon et j'ai dessiné un tout petit peu dans la marge de quelques pages de maquettes qu'on m'avait proposées. Et je n'ai pas entendu qu'on décroche, j'ai raccroché. Et j'ai continué à dessiner, à griffonner dans les marges, un peu comme un élève distrait. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être là une façon de toucher à un livre sans y toucher. Et ça s'est enchaîné. C'est venu assez rapidement. Et ensuite, j'ai trouvé cette idée dans la marge côté droit du livre ouvert, d'introduire un tout petit élément qui est un crypto S de Swann, de le faire tourner de page en page, de faire une sorte de dessin animé primitif, comme un yo-yo qui va de haut en bas, qui est une allusion au temps, comme un balancier, de haut en bas de la colonne, tout en tournant légèrement cette petite pastille en bleu et noir, avec un point noir de manière
à ce qu'on puisse comprendre facilement que ça tourne, c'est-à-dire il y a quelque chose de décentré dans ce dessin qui permet de voir ce mouvement. Et de l'autre côté, simplement quelque chose au crayon, presque sans technique, sans apparat. Alors que dessiner encore pour continuer l'aventure de cet ornement de l'amour de Swann, Pierre Alechinsky? On trouve au fil de certaines pages des portraits qui jaillissent un petit peu de ces lignes. À quoi correspondent ces profils, ces figures qui viennent en regard du texte? De même qu'on peut parler entre les lignes, on peut dessiner entre les lignes. Je commence par des lignes, et si j'y découvre quelque chose qui m'incite à infléchir ces lignes vers un visage féminin ou vers la courbe, une courbe qui me rappelle la courbe d'un dos, et que ça humanise ces lignes, je ne m'en prive pas. Il y a dans ce livre, parce que tout de même, il s'agissait de trouver une solution pour 194 pages. De temps en temps, il y a un personnage qui apparaît, ou une allusion très directe à un amour de Swann, par exemple, les orchidées, les cattleyas. Par exemple, tout d'un coup, la canne de Charlus, ou un profil qui peut être Madame de Guermantes, pourquoi pas, mais d'une manière assez diffuse pour ne pas embêter le lecteur, ne pas être distrait non plus par les dessins. Ce qui est très agréable, c'est d'avoir pu faire cette grande édition de Gallimard, ces grands formats, parce que je l'ai expérimenté une fois fait, une fois imprimé. Quand j'ai reçu le premier numéro, je me suis couché sur un divan et j'ai appuyé le livre sur mon estomac, je l'ai lu, et j'ai trouvé ça extrêmement agréable de pouvoir lire ce livre couché, parce que quand vous vous endormez, le livre est tout de même assez grand, il vous réveille et il vous rappelle à l'ordre qu'il faut continuer à lire. Un petit livre, on s'endort, on s'en aperçoit pas. Pierre Alechinsky, Un amour de Swann chez Gallimard, orné par Pierre Alechinsky. Vous le lisez dans quelle position, ou Jean-Paul Antoven, Marcel? C'est magnifique, Alechinsky, évidemment. Évidemment allongé. Ouais, alors ça se lit allongé. Le début ça est écrit allongé, ça se lit allongé. Et surtout, les premières pages racontent un homme, enfin c'est un homme qui se décrit lui-même, qui ne sait pas s'il dort ou s'il est encore éveillé, et qui raconte comment il devient lui-même le personnage de ses livres. Donc c'est une entrée somptueuse, c'est une entrée qui dit tout le livre en vérité. Il raconte comment le personnage devient lui-même la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Il se métamorphose, il transmue en devenant lui-même le personnage de son livre, sans savoir s'il rêve ou s'il est éveillé, ce qui est une façon de se demander s'il est vivant ou s'il est mort. Daniel Salnave, oui, Jean-Paul Antoven, un mot. Daniel. Oui, je suis heureuse de vous annoncer que Marc nous autorise à continuer la matinée entière à débattre, et je suis prête à rester avec vous. Il y a deux choses que je voudrais vous dire. D'abord, vous êtes les premiers à avoir trouvé l'origine du salaïsme, qui est cet étrange compagnon qui arrive d'Italie avec Léonard vieillissant en France. C'est la seule valeur ajoutée de notre livre. La question c'est la vôtre, Jean-Paul Antoven. Elle concerne l'entrée Sartre. Pourquoi je vous la pose? C'est pas pour discuter le jugement que vous portez, pas du tout. Mais je pense que Sartre nous aiderait à comprendre peut-être ce qui est le tragique profond de Proust, que d'ailleurs tout à l'heure Brice a bien soulevé, c'est que l'amour est tout entier dans le sujet qui aime. Et Sartre répondrait que l'amour est tout entier dans l'objet qu'on aime parce que l'objet est aimable. Et je trouve que cette confrontation-là, elle aurait pu être intéressante. Bon, mais c'est juste un petit... D'autant que les mots de Sartre, chef-d'œuvre de Sartre à mon sens en tout cas, décrivent la façon dont Anne-Marie fait la lecture à Poulou, alors que La Recherche raconte comment Jeanne fait la lecture à Petit Loup. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux livres et dans le rapport à l'enfance dont ils témoignent l'un et l'autre. Mais Sartre a toujours eu des relations coupables et malheureuses. Il s'est cru obligé de dire du mal de Proust en le traitant de représentant de la bourgeoisie finissante, etc. Mais en fait, comme vous savez, Sartre était un marane de ses religions littéraires, et de la même façon qu'il lisait Proust en cachette, il écrivait sur Flaubert le soir. Il écrivait sur Flaubert, mais il n'en parlait pas aux gauchistes. Quand il distribuait La Cause du Peuple. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Paul et Raphaël Antoven.